Where were you on September 11th? The only reason I wasn't where I was every morning, my wife, God bless her, had made an appointment for me at the doctor. And then just minutes later, received a telephone call to turn on a television set and witnessed this horrendous circumstance. And it was a horrendous experience. Bonjour à tous. Alors, si aujourd'hui je vous parle de Larry Silverstein, vous allez me dire, mais putain, mais c'est qui ce Larry Silverstein? Mais si je vous dis que ce Larry Silverstein, vous le connaissez et que parfois même, vous utilisez son visage. Alors là, vous allez me dire, ce serait vraiment fort. Et pourtant, c'est le cas. Larry Silverstein, c'est lui. C'est le même vivant. Silverstein et qu'est la chance, et qu'est la Changra divine, et qu'est l'Eden hasard, et qu'est l'aubaine, la veine, le hasard, coïncidement, et j'en passe. Dans l'enquête que je vous propose aujourd'hui, on va comprendre l'histoire derrière le même. L'histoire de Larry Silverstein, l'homme le plus chanceux du monde. Histoire qui recoupe immobilier, 11 septembre, complotisme, teinté parfois d'antisémitisme, biais cognitif, et j'en passe. En vrai, restez bien sur cette vidéo, parce que cette histoire, l'histoire de Larry Silverstein, elle est extraordinaire. Mais avant tout, je vous invite à liker, je t'invite, celui qui regarde cette vidéo, à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner à la chaîne de Georges. C'est super important pour le référencement. L'homme le plus chanceux du monde. C'est parti. Et avant d'être l'homme le plus chanceux du monde, avant d'être un mème qui va casser littéralement Internet, Larry est né. Il est né à New York en 1931. Son père, Harry Silverstein, qui est un immigrant russe et pianiste de formation, reconverti en courtier immobilier. Et franchement, Larry Silverstein, il a un peu l'enfance la moins intéressante qu'on puisse avoir. Il fait un peu de piano, un peu de musique pour saucer son père, il fait un peu de droit et parallèlement, en même temps qu'il a ses études de droit, il bosse comme courtier l'après-midi pour financer ses études. En 1951, il rencontre Claire, on sait pas trop, sa future femme. Et on peut penser que, en soi, c'est pas très important, mais ça va l'être. Ça va être cette rencontre très important pour lui, vous allez comprendre pourquoi. Il est né dans une famille juive et il commence à bosser dans l'immobilier avec son père et son beau-père. Le lien avec Claire Silverstein. Harry et Bernard Mendick, le mari de la sœur de Larry, qui s'appelle Annette. La stratégie de l'époque pour les courtiers, c'est d'acheter des petits immeubles à Manhattan et de les revendre. Les trois loustiques, donc Larry, son père et son beau-frère, créent la Silverstein Properties en 1957. La date à retenir, c'est 20 ans après. 1977, c'est l'année du divorce entre Larry Silverstein et son beau-frère. La raison va être cruciale pour la suite de notre propos, pour la suite de notre vidéo. Bernard Mendick, donc le beau-frère de Larry Silverstein, son take, c'est d'acheter des immeubles existants alors que Larry, lui, il veut se lancer dans la construction. Et alors, à partir des années 1970, le Larry, c'est un putain de chien enragé dans l'immobilier. Il achète des immeubles de plus en plus grands, des bureaux de plus en plus lumineux, dans New York notamment, et commence à avoir la réputation du petit prince de l'immobilier auprès de toute la ville de New York. Son terrain de chasse dans l'immobilier, c'est Manhattan. Il a le gigantesque immeuble du 11 West 42 Street, près de Bryant Park, avant même que ce soit un quartier, pour vous dire à quel point le gars pèse. Il se met à construire dans l'extrême ouest de Manhattan, notamment une putain de propriété de 1,8 million de pieds carrés juste à côté de Wall Street. Là, je vous connais, vous êtes français, vous savez pas à quoi ça correspond. 1,8 million de pieds carrés, c'est 167 000 mètres carrés. C'est gigantesque. À titre de comparaison, la tour Montparnasse, c'est 120 000 mètres carrés. Faut comprendre qu'à l'époque, Larry, il a déjà du flair. Times Square et Financial District, là où il va concentrer ses efforts, c'est pas les quartiers qu'on connaît aujourd'hui. C'est l'équivalent d'Aubervilliers la nuit, un soir d'hiver. Ou alors c'est juste mort hors des horaires de bureau. C'est un peu comme la Défense. Autre stratégie, Larry, il fait des montages financiers. Il met très peu d'oseille dans ce qu'il achète. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il négocie avec l'État où il fait rentrer
des partenaires dans les deals, genre des fonds de pension ou des assureurs. Par exemple, un exemple qui est assez parlant dans la stratégie financière de Larry Silverstein, dans un deal pour l'immeuble du 120 Wall Street, il va négocier avec l'État de New York une exonération fiscale en échange qu'il puisse accueillir des ONG et des associations dans ce même immeuble qu'il est en train d'acheter. Et le fait d'accueillir des ONG et des associations, ça va dynamiser le quartier et ça va faire prendre de la valeur au quartier. Et pour ça, on le voit avec un peu tout le gratin new-yorkais. Il est pote avec le maire de New York, il est pote avec le gouverneur de l'État, avec les bailleurs, avec les banques et avec des assureurs internationaux. Spoiler alert, il va pas rester très longtemps pote avec les assureurs. Dans les années 80, Larry Silverstein passe un cap. Il remporte l'appel d'offres de l'autorité portuaire de New York pour la construction du 7 World Trade Center sur Vesey Street, juste au nord du complexe de l'ensemble du World Trade Center. C'est une tour de 47 étages et là, d'après les témoins de l'époque, Larry Silverstein commence à être obsédé par ce quartier. Obsédé. À cette époque, il a une punchline un peu chelou, un peu à la Andrew Tate. Il dit « You have to be prepared to lose it all, to win it all ». Excusez-moi pour l'accent à la Sébastien Chabal. C'est en gros, il dit « Tu dois être prêt à tout perdre pour tout gagner ». C'est cité dans le documentaire The Man Who Built New York. Et d'ailleurs, l'obsession de Silverstein pour ce quartier et particulièrement pour le World Trade Center, elle n'est pas très bien comprise à l'époque. Parce que dans ces années-là, donc on est dans les années fin des années 80, début des années 90, les tours des World Trade Center ne sont pas extrêmement rentables. Il y a trop de surface, trop de travaux de rafraîchissement à faire, un taux de vacances, donc il y a assez peu de gens qui sont dans les immeubles, un taux de vacances qui est assez élevé, surtout après les attentats de 1993. Parce que oui, il y a eu des attentats. Avant les attentats qu'on connaît en 2001, il y a eu un attentat en 1993 qui avait fait 6 morts. En 1998, Giuliani, le maire de New York, et Pataki, c'est marrant, ça fait un peu des noms de Dupont et Dupont, mais bref, et Pataki, qui est le gouverneur de l'État de New York, mettent le World Trade Center en bail amphithéotique. Mot extrêmement savant. En gros, ils vendent pas le terrain, donc le terrain n'appartient pas au nouveau propriétaire, mais ils louent le terrain, ils font un droit de jouissance du terrain pour une durée de 100 ans. Il le loue à un acteur privé. Et en termes d'acteurs privés dans l'immobilier, il y a un shark qui rôde et qui a déjà le 7 World Trade Center, donc l'immeuble voisin, et ce mec-là, c'est Larry Silverstein. Parce qu'à la fin des années 90, Silverstein, il a un empire. Jusqu'à 10 000 locataires dans ses immeubles, 460 000 mètres carrés de gestion locative et une fortune estimée à, déjà à l'époque, 800 millions de dollars. Surtout, il héberge Moody's, l'AIG, les services secrets et la CIA. Ça faisait longtemps, du coup, comme je le disais, que Larry Silverstein regardait du côté du World Trade Center. En fait, depuis les années 80. Depuis les années 80, il cherche à les acheter, enfin, à avoir le droit de jouissance à Port Authority, qui est le bailleur des World Trade Center, mais à chaque fois, ça bloquait. Soit à cause de la ville, soit à cause de la concurrence. Mais tout change en 2001. En 2001, Silverstein, il va perdre le contrat in extremis contre Vornado Realty Trust pour la jouissance des World Trade Center. Mais pour des raisons juridiques, Vornado va se retirer du contrat et Silverstein, saute ma sœur, et sur l'occasion pour choper le contrat. Le 26 juillet 2001, Silverstein signe un bail de 99 ans pour le World Trade Center. Le pack inclut les 2 tours jumelles et aussi les 4, 5 et 6 World Trade Center, qui sont les bâtiments à côté et évidemment, ça va de soi, le droit exclusif d'exploitation de tout ce bordel. Alors, anecdote assez marrante, quand Silverstein va signer le deal, il n'a pas versé immédiatement la totalité du montant qui était de 3,2 milliards de dollars. Silverstein, à ce moment-là, il ne met que, entre guillemets, 14 millions. Et le reste, il le fait financer sous forme de prêt et de partenariat, qui est la technique dont je parlais tout à l'heure. Donc, il ne met que 14 millions dans le contrat. Et là, on entre vraiment dans ce qui va faire la légende de Larry Silverstein. Immédiatement après avoir passé l'accord, avant même d'avoir posé son cul dans les 2 tours, Silverstein fait quelque chose d'assez intriguant. Il demande une nouvelle police d'assurance. Il va contacter Swiss Re, Lloyd's of London's, Allianz et Industrial Risk Insurer pour couvrir des dégâts potentiels sur les 2 tours. Et là, bon, le mec vient d'acheter un bien, soit disant passant un bien très cher, il veut l'assurer, on pourrait se dire qu'il n'y a rien de chelou. Oui, mais pas tellement. Parce que déjà, il veut les assurer spécifiquement contre des attaques terroristes, qui est assez rare, en vrai de vrai, dans la ville de New York. Ensuite, il leur demande une clause floue. Alors en anglais, ils appellent ça une even clause.
En gros, en cas d'attaque séparée, l'assureur doit lui donner 2 fois la somme. Donc la somme initiale de l'assurance, c'est 3,5 milliards de dollars. Mais en cas d'attaque séparée, Larry Silverstein explique qu'il faudra lui donner 7,1 milliards de dollars. Au cours de l'été 2001, il fait assurer les World Trade Center contre des attaques terroristes en ajoutant une clause qui double la mise en cas d'effondrement des 2 tours. Quand même, ça va être marrant. Le 11 septembre 2001, soit 46 jours après l'achat des World Trade Center par Larry Silverstein, à 8h46, le vol American Airlines 11 percute la tour nord, entre le 93 et le 99e étage, précisément au-dessus du restaurant Windows of the World. L'ensemble des 72 personnes présentes dans le restaurant au moment de l'impact ne survivront pas. À 9h03, un deuxième avion de United Airlines, 175 me semble-t-il, frappe la seconde tour. À 9h59, la tour sud s'effondre, suivie de la tour nord à 10h28. Le World Trade Center est détruit, 2606 personnes décéderont des suites de l'attaque et la suite de l'aventure, vous la connaissez. Et là, à ce moment-là précis, dans le monde de l'immobilier, tout le monde se met en deuil. Tout le monde se met en deuil parce que Larry Silverstein a dû mourir dans cette attaque. Ben oui, parce qu'il avait pour habitude, tous les jours, de venir prendre son petit déjeuner avec ses enfants dans le restaurant panoramique Windows of the World au 106 et 107e étage de la tour nord. Miracle! Larry Silverstein et ses 2 enfants sont vivants. Ses enfants étaient attendus pour une réunion à l'étage 88 précisément, mais ce jour-là, ils étaient en retard. Et au moment de l'attaque, ils sont dans le hall de l'immeuble. Mais le plus fou, c'est les raisons qui ont sauvé Larry Silverstein. Et pour cause, et c'est là que ça devient assez cocasse, ce jour-là, la femme de Larry Silverstein, Claire, insiste pour que Larry l'accompagne à un rendez-vous de dermatologie. Ce matin, à 7h30 précisément, matin du 11 septembre, sa femme lui dit « Tu ne peux pas aller dans la tour, j'ai pris un rendez-vous chez le dermatologue que tu as déjà annulé le mois dernier. » Larry va donc observer l'attentat contre ses propres tours depuis chez lui à 8h46, alors même qu'il était en train de s'habiller. À 15h, on lui dit que le bâtiment 7 du World Trade Center est trop instable et les pompiers veulent savoir si ils doivent l'évacuer. Ce à quoi Larry Silverstein répond, très important ce qu'il va dire, il dit « Maybe the smartest thing to do is to pull it ». Et ça, cette phrase-là, elle va faire polémique. Elle va faire polémique parce que to pull it, ça veut autant dire retirer les pompiers des lieux, évacuer le bâtiment en gros, que démolir volontairement le bâtiment. Dans le milieu de la construction, on peut utiliser to pull it pour dire démolir le bâtiment. Et le plus troublant, c'est qu'à ce moment précis où il dit ça, Larry Silverstein, les pompiers ont déjà évacué le bâtiment depuis très longtemps. Il y avait littéralement personne dans ce bâtiment 7 du World Trade Center. On retrouve donc Larry Silverstein, désormais objectivement l'homme le plus chanceux de l'histoire, face aux assureurs, contactés il n'y a pas 2 mois. Et j'ai envie de vous dire, ça va raquer. Silverstein avait souscrit une assurance de 3,55 milliards par sinistre auprès de 24 compagnies d'assurance et 2 sinistres distincts ont touché les tours le 11 septembre. Il réclame donc 7,1 milliards de dollars. Procès qui va débuter en 2002 et qui tourne justement autour de ces questions-là, qui tourne autour de la question est-ce qu'il y a eu un double impact? En anglais, dans le monde de l'assurance, on parle de l'aspect du two occurrence, soit 2 sinistres pour le prix d'un. En décembre 2004, le tribunal tranche en faveur d'un compromis. Certaines compagnies d'assurance paieront pour un seul événement, pour une seule occurrence, comme la Swiss Re, et d'autres pour 2 attaques. Larry Silverstein va toucher en tout 4,55 milliards de dollars, soit à l'époque le plus gros contrat de règlement d'assurance de l'histoire des États-Unis. Alors j'ai calculé, il a mis 14 millions à l'été 2001 pour gagner 4,5 milliards quelques années plus tard, même pas 2 ans plus tard, soit un retour sur investissement, on se tient bien, de 32 000% en 46 jours. Il a du flair. Il a clairement du flair, notre ami Larry Silverstein. Et à partir de ce moment-là, Larry Silverstein devient une figure un peu énigmatique. Certains vont le voir comme un opportuniste, d'autres vont le voir comme un héros, puisqu'il va se mobiliser pour reconstruire les tours juste après, et d'autres intègrent Larry Silverstein dans l'ensemble des théories du complot qui tournent autour du 11 septembre. Théorie bien alimentée, il faut le dire, par le fait que Larry Silverstein est juif et que dans la sphère un peu complotiste, quand t'es juif, t'es souvent un peu chelou. Autour des années 2010, sur des forums comme Above Top Secret,
9/11 Truth Movement ou encore sur les forums politiques de 4chan, Silverstein devient the luckiest man alive, l'homme le plus chanceux du monde. Et dans les sphères conspirationnistes, des topics comme Larry did 9/11 ou des documentaires sur la vraie version du 11 septembre mettent justement des exemples comme celui de Silverstein, comme celui d'un gros bénéficiaire, si ce n'est commanditaire, des attentats du 11 septembre. Pourtant, et c'est là où c'est assez intéressant, parce que ces allégations vont aller jusqu'à lui, puisqu'en 2007, on va lui demander s'il se sentait visé par les rumeurs le concernant vis-à-vis du 11 septembre. Et Larry Silverstein, il va répondre que c'est absurde, qu'il a perdu des amis dans l'attaque, qu'il a perdu des immeubles et qu'il a fait ce qu'il fallait faire pour reconstruire ces immeubles-là. Et par là même, il va alimenter des récits conspirationnistes puisqu'il n'attaquera jamais en justice les théories qui le visent. Aujourd'hui, notre ami Silverstein, il a 93 ans, il est toujours à la tête de Silverstein Properties, il est toujours propriétaire des bâtiments 3, 4 et 7 du nouveau World Trade Center et sa fortune est estimée à 2 milliards de dollars. Mais alors, que penser de ce monsieur ? Si on prend tous les événements de manière isolée, effectivement, c'est très louche. C'est très louche, mais c'est absolument pas suspect dans la mesure où c'est impossible que ces événements-là mènent à une quelconque organisation du 11 septembre. Je rappelle qu'il a eu le contrat grâce au désistement de son concurrent, Vornado Realty Trust. Donc en fait, il n'est pas responsable du contrat, c'est plus le fait que son concurrent parte qui fait qu'il a le contrat. Sur le rendez-vous chez le dermato, c'est chelou. Évidemment. Mais des miracles comme ça, il y en a eu d'autres, même chez les stars. On se souvient que Mark Wahlberg, le mec de TED, devait initialement prendre l'un des vols du 11 septembre pour aller à Los Angeles, mais il a changé ses plans à la dernière minute pour assister au festival de Toronto avec des amis. C'est une histoire vraie. Créateur de Family Guy, Seth MacFarlane avait lui aussi une place dans le vol American Airlines dont j'ai parlé tout à l'heure, mais à cause d'une gueule de bois véridique et d'une erreur de fuseau horaire transmise par son agent, il est arrivé 10 minutes trop tard à la porte d'embarquement. Sur le mythe qui veut qu'il ait lui-même fait exploser le bâtiment 7, c'est ce que je vous disais sur sa déclaration to pull it, ce mythe-là, il tient pas. Il n'a pas retrouvé des traces d'explosifs dans les débris, il n'aurait pas eu le temps de préparer une démolition dans la journée puisque ça nécessite des semaines de câblage et de perçage et le bâtiment 7 a brûlé 7 heures avant de s'effondrer. Donc à moins d'organiser un feu assez longtemps à l'avance pour prédire le bon moment où ça doit entraîner son effondrement, c'est assez peu probable en vrai de vrai. Ensuite, dire que Larry Silverstein a gagné dans cette affaire, c'est vrai, effectivement, mais c'est vrai des années plus tard. Parce qu'à l'époque, quand ça arrive, Larry Silverstein est endetté à plusieurs milliards et il doit porter tout seul le poids de la reconstruction. D'où le fait qu'il demande beaucoup d'oseille aux assureurs. Donc il n'encaisse pas immédiatement le chèque des assurances. Ce qui est vrai, par contre, c'est que Larry Silverstein a été extrêmement opportuniste. Il a flairé, comme il l'avait fait depuis les années 60, un actif qui était sous-évalué avec le World Trade Center. Ça, c'est évident. Souscrire à une assurance en cas d'attaque terroriste, à l'époque, dans le milieu des assurances, c'est monnaie courante aux États-Unis, surtout sur un bâtiment qui a déjà été touché par une attaque terroriste, comme c'était le cas en 1993. Doubler la mise, donc la stratégie des 2 attaques, c'est un classique dans le monde des assurances et c'est utilisé dans 12% des sinistres majeurs. Donc ça existe, tu vois. Larry, il a juste optimisé au maximum le système américain, mais système américain qui existait déjà avant lui. Le mythe de Larry Silverstein relève plus d'une loi des séries que d'une conspiration à plus grande échelle, à mon avis. Mais je trouve que l'histoire est passionnante. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de notre ami Larry Silverstein ? Je suis sur Frontières tous les mercredis à 19h pour décrypter l'actualité qui a beaucoup moins de chances que Larry Silverstein. On va pas se mentir parce qu'en ce moment, c'est pas joyeux, mais on garde espoir. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Levez les yeux, le monde est beau. Time!